Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue à l'actualité économique du jour. Cette semaine, on aura le rapport de la Cour des comptes sur l'état des finances publiques. C'est là où on devrait confirmer qu'on sera plus en direction des 3,1-3,3% de déficit pour 2017. Faut-il s'accrocher véritablement à ces 3%? Dans les derniers propos tenus par Bruno Le Maire, il semblerait que la décision soit prise de tenir cette fois-ci ces fameux 3%. Je vous rappelle que c'est au bout de 2 années dans les clous que l'on sort de la procédure de déficit excessif. Également, cette semaine, c'est le projet de loi d'habilitation qui sera présenté au Conseil des ministres. Le Parlement va habiliter le gouvernement à agir par ordonnance sur le Code du travail. On sait à peu près tout, mais on sait à peu près rien. Il y a beaucoup de oui, beaucoup de choses vont bouger, mais on ne sait pas exactement les nouvelles frontières, les nouveaux plafonds, les nouveaux planchers. Et puis, on réagira également dans cette émission à la question de fond. Voilà, on va se trouver désormais vers l'action politique dès la loi de finances 2018 avec l'obligation d'appuyer sur l'investissement, d'appuyer sur l'innovation, d'appuyer sur la reprise qui aujourd'hui se confirme. Comment faire? On a un autre événement qui va peut-être donner du baume au cœur à tout le monde cette semaine, c'est l'inauguration de la station F. Vous savez, c'est la halle Freycinet qui doit devenir le plus grand incubateur du monde en faveur des start-up. Est-ce que la France va devenir la terre promise du numérique, comme le prédit John Chambers, le patron de Cisco? Ça, c'est une belle question. Laurent Haug, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur, vous êtes installé à Genève. Auprès de qui vous entreprenez, auprès de qui vous investissez? Les auditeurs vous ont assez rarement vu dans cette émission. J'entreprends, j'ai mes propres projets, j'aide les projets d'entrepreneuriat, donc j'ai des investissements un petit peu partout, certains en Suisse, certains en Europe. Un autre projet que je soutiens qui est au Kenya, par exemple, qui s'appelle Brick, c'est des routeurs qui sont faits pour l'Afrique. Il y a des contraintes un petit peu spéciales là-bas, le courant électrique peut tomber, la DSL peut tomber, donc c'est des routeurs qui sont assez intelligents pour passer directement sur une batterie, sur du GSM, et donc qui permettent un accès Internet, quelles que soient les conditions. Donc voilà. Très tech, c'est très mon numérique. background. Voilà, moi je suis parti m'installer en Suisse en 94, et le web venait d'être inventé. Je suis arrivé dans une université à Lausanne où il y avait 200 machines et une ligne T1 déjà dans les années 90, donc très très vite tombé dans le web. Mais vous venez souvent en France quand même? Je viens souvent en France, j'ai mes racines ici, je travaille aussi avec des projets français. Dès qu'on dit qu'un investisseur est installé en Suisse, on se dit voilà, mais il y a ceux qui sont partis avant ou après. Avant d'avoir réussi ou après. Mais c'est intéressant à part ça. Vous savez, les Suisses ont avec les Français un petit peu le rapport que les Français ont avec les Américains. C'est une sorte de grand frère qu'on aime bien un petit peu taquiner, qui nous embête un petit peu parce qu'il prend de la place, et en même temps qu'on admire, la culture française fait vraiment partie du quotidien. Et le regard sur la France a beaucoup changé ces derniers temps. Ce sera ma première question. Léonidas Kalogeropoulos, bonjour. Bonjour. Bienvenue, PDG de Médiation et Arguments, auteur du manifeste sur l'entrepreneurialisme et vice-président d'éthique, et également délégué général de, je ne l'ai pas noté, mais l'Open Internet Project, OIP, qui est l'un des acteurs. C'est un regroupement d'entreprises qui, dans le numérique, sont extrêmement, comment dirais-je, menacées ou même sanctionnées par des abus de position dominants de Google. C'est une association qui a déposé des plaintes à Bruxelles et qui attend depuis maintenant près de 7 ans qu'une décision soit enfin prise. Vous avez le monde du numérique qui va très vite, et lorsqu'il y a des abus de position dominants dans le monde du numérique, c'est Bruxelles qui les gère, et là c'est le monde de l'éternellement lent. Et donc nous attendons peut-être enfin une décision après 7 ans d'instruction. Vous êtes je crois que ça faisait partie des sujets que vous vouliez que nous abordions. Oui, parce qu'Amazon a annoncé pas mal de mouvements tout récemment. C'est vrai que cette tentation chez Amazon, mais même chez Uber d'ailleurs, ou chez Google, de devenir très beaucoup trop puissant, voire rapidement un monopole. Poser la question de savoir si le démantèlement politique fait partie des issues possibles. En fait, vous êtes à la tête d'une association anti-Google. Non, mais bon. Anti-monopole dans le monde du numérique, quels que soient les GAFA, et malgré le respect qu'on puisse avoir pour une magnifique entreprise comme Google. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour Nicolas Dose. Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Laurent Haug, depuis Genève, comment vous regardez la France depuis un mois? Ça a beaucoup changé. Je donnais un cours à des board members du monde entier il y a un mois à peu près. Un board member? Un board member, c'est pas très important en fait. À des gens de 50-60 ans qui venaient de pas mal de pays dans une université suisse. Et c'est intéressant, vous savez, au début, chacun se présente, dit d'où il vient. Et puis en général, quand on dit, voilà, je m'appelle Laurent, je suis français, il y a toujours des petits regards un petit peu genre, ça rigole. Bon, aujourd'hui, ceux qui regardent leurs chaussures, c'est quand même beaucoup les Américains et les Anglais. Donc c'est assez intéressant. La perception en fait qui a changé
changé. C'est-à-dire qu'un Anglais qui se présente aujourd'hui vous dit je suis anglais, je suis désolé pour le Brexit. Un Américain vous dit je suis américain, désolé pour Trump. Et les Français, il y a plutôt un élan assez positif. J'ai l'impression, moi, regardant voilà comment on observe en fait la France, qu'on a un sentiment que d'un seul coup il y a un système qui ressemble un petit peu au pays qui s'est mis en place. Moi, venant en France très régulièrement, j'ai l'impression que la France, ça va beaucoup mieux qu'on le dit, et ça va beaucoup mieux qu'on le dit depuis, en tout cas, 2 ou 3 ans. Et depuis 2 ou 3 ans, vous confirmez le phénomène de reprise, qui n'est pas forcément lié d'ailleurs à la couleur politique de. Voilà, indépendamment de ça, mais on sent qu'il y a quand même justement un projet comme F Station qui, s'il est ouvert jeudi, c'est pas s'il existe en français. Station F, pardon. S'il est ouvert jeudi, c'est parce qu'il est mis en mouvement depuis 5 ou 6 ans. 42, ça existe depuis 4 ou 5 ans. Et donc on sent qu'il y a vraiment un mouvement très positif. Maintenant, il faut que la narration, il faut que le narratif autour de la France change et que peut-être on ait un regard un petit peu différent et qu'on ose aussi aller bien. C'est très difficile ça pour des Français. Quand on est investisseur, qu'on connaît bien son pays d'origine, on attend quoi? La flat tax sur le capital à 30% et la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Ce sont ça les 2 éléments clés qui vont commencer à vous mettre des étoiles dans les yeux? Alors, je connais pas assez bien le système fiscal français, mais est-ce qu'on parle aujourd'hui aujourd'hui, il est question dans le programme d'Emmanuel Macron d'avoir une taxe unique sur le capital à 30%, ce qui n'était pas du tout le cas dans le programme de François Hollande, puisqu'il avait aligné la fiscalité du capital sur celle du travail dès 2013 et qu'elle était donc devenue un peu étouffante pour des investisseurs. Et il est question de sortir du calcul de l'ISF l'ensemble des investissements mobiliers. Voilà. Je connais pas assez le système français pour me prononcer dessus. Même en Suisse, on est en train de discuter là-dessus parce qu'en effet, ce qu'on investit dans les startups n'est pas déductible. Et il y a pas mal de gens qui militent pour que ça soit déductible des revenus. Allez-y, Léonidas. Oui, je trouve très intéressante cette perception que je trouve très juste, qui est une perception sur non pas Macron et ce que Macron fait à la France, mais quelle est cette France qui s'est dotée d'un Macron. Et je pense que c'est très important parce que je retrouve une perception que je partage. La France, depuis 3 à 5 ans, a des signaux extrêmement positifs qui ne sont pas que statistiques sur les résultats et la reprise, mais sur cette grande envolée d'entrepreneuriat nouveau, ces startups qui se lancent, qui deviennent mondiales, la présence des Français au CES de Las Vegas. Et lorsque Chambers dit France is the next big thing, et qu'il parle du Startup Nation, je pense qu'il a vu quelque chose que beaucoup de Français ont eu du mal à voir depuis effectivement 3 ans. Et je pense que c'est cette vague-là qui a porté Macron à la tête de l'État. Et du coup, les derniers événements disent beaucoup sur ces forces très positives qui traversent notre pays. Vous avez même aujourd'hui des gens qui quittent la Silicon Valley pour venir se réinstaller à Paris. C'est-à-dire que moi j'ai des exemples, je vais pas donner de nom, mais par exemple j'ai un ami qui travaille toujours chez Airbnb, qui quitte la Silicon Valley et qui dit je viens m'installer dans le sud de la France. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour la réussite au XXIe siècle? Vous avez la qualité de vie, on est quand même très très bon, on est peut-être numéro 1. La qualité des infrastructures, où mine de rien, il s'est passé des choses extraordinaires. Ce matin, je suis venu de Reims, c'est 45 minutes de TGV. Maintenant, Reims-Paris, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va. Les trains sont... Je crois que les Parisiens se plaignent beaucoup de leur système de transport. Mine de rien, Paris a gagné un prix du meilleur système de transport au monde en fin d'année dernière. Et puis, qualité des gens. Et là, c'est assez intéressant. On est quand même un peuple qui a beaucoup formé sur les maths, sur les statistiques et en même temps sur les humanités, donc la créativité. Et on a un coup de bol qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui s'appelle les big data. Et d'un seul coup, ça devient les capacités les plus valorisées sur le marché. Et il se trouve que les Français, on est très très bons. Le patron de l'AI, de l'intelligence artificielle chez Facebook est un Français. La Silicon Valley est remplie de Français. Je pense à Alexandre Lebrun aussi chez Facebook Messenger, etc. Et donc David Marcus, le patron de Messenger aussi. Et c'est vrai que d'un seul coup, on a l'impression qu'en France, peut-être un peu sans le vouloir, en restant sur nos fondamentaux, c'est-à-dire de s'occuper, d'éduquer notre peuple, d'avoir des belles infrastructures, d'avoir une belle qualité de vie, et bien peut-être que aujourd'hui c'est ce dont on a besoin pour réussir. C'est un vrai débat, on va pas l'ouvrir ici, mais ceux qui suivent de très près la révolution de l'intelligence artificielle ont tendance à expliquer que la clé, c'est pas forcément d'avoir des très bons codeurs et des esprits mathématiciens capables de faire des très brillants algorithmes, c'est d'avoir la data, c'est de détenir la donnée. Et la donnée, il semble bien qu'elle soit pas forcément dans nos mains aujourd'hui. Exactement. Ça, alors, c'est pas
il semblerait, c'est que certainement la donnée n'est pas dans le vent. C'est pour ça aujourd'hui que d'ailleurs vous avez des entreprises comme Google et Facebook qui vont donner leur code source open source, c'est-à-dire le mettre à disposition du public, parce que l'enjeu n'est plus vraiment l'algorithme, l'enjeu c'est surtout la data. Là-dessus, c'est sûr que c'est le pétrole du 21e siècle. On n'a pas du tout fait attention à le sécuriser, à le nationaliser quelque part, en tout cas en partie. Maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'on a un très grand directeur marketing pour le cloud européen qui s'appelle Edward Snowden, qui a quand même fait une pub énorme pour qu'on ramène les données dans des frontières, en tout cas dans des frontières législatives dans lesquelles on va pouvoir les réguler. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit ce qui se passe avec Trump aussi, va forcément obliger à se poser cette question. Est-ce qu'on peut laisser nos data entre les mains d'un système politique comme celui-là, ou si aujourd'hui à la douane on va commencer à vous demander à analyser tout ce que vous avez dit sur Facebook, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et donc là, il y a la souveraineté des données qui est certainement un problème qu'on a totalement négligé et qui est absolument fondamental. Xavier Timbaud, Bruno Le Maire est assez clair. Respecter les 3%, c'est un symbole de crédibilité retrouvée vis-à-vis de nos partenaires européens. Nous allons prendre des décisions économiques difficiles tout de suite, visiblement. D'ores et déjà, il explique que le CICE, probablement transformé en baisse de charge, attendra 2019, alors qu'il était prévu en 2018. Il semblerait que on va tout faire pour tenir les fameux 3%. Bah oui. C'est votre sentiment? Oui, c'est en tout cas mon observation. On arrive à la même conclusion. Il y a eu un certain nombre de messages assez clairs. Ceci étant dit, je vais peut-être vous surprendre, je pense que c'est effectivement ce qu'il faut faire. Ça alors? Voilà. Alors, je vous explique. Je suis pas sûr que vous m'auriez dit ça il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Alors, je vous explique. Bonne nouvelle. C'est un vrai sujet. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça paraît technique, on se dit 3%, mais c'est un vrai sujet. C'est un sujet important. Alors, je vous explique pourquoi. Bon, il y a un premier argument qui serait contre, qui serait à dire, pour arriver à faire ça, il faut faire de la restriction budgétaire. Or, on sait que la restriction budgétaire peut avoir un impact négatif. Alors, il est important de regarder les chiffres. De combien on est éloigné des 3%. Donc, on saura jeudi ce que dit la Cour des comptes, ce qui ne sera pas forcément d'ailleurs nécessairement la réalité, parce qu'on a aussi une petite bonne surprise du côté de la croissance qui pourrait venir adoucir un petit peu ce schéma-là. Mais enfin, disons qu'on va être court de peut-être 4 milliards d'euros. C'est globalement ce qui circule, oui. Voilà, d'ici à la fin de l'année. Donc 4 milliards d'euros, même avec un effet multiplicateur très fort, c'est pas suffisant pour casser la reprise. Donc voilà, premier point, c'est un ordre de grandeur. Si on va les chercher, c'est très important cet ordre de grandeur. Je veux dire, là, on est sur l'ordre de 2 dixièmes de point de PIB. Il faut voir que dans la période 2011-2014, on a fait quelque chose comme autour de 4 points de PIB de restriction budgétaire en France. Donc vous voyez, on est quand même sur un rapport de 1 à 20 entre ce qu'on a devant nous et ce qu'on a déjà fait. Ce que vous appelez la restriction budgétaire des années, par contre, 2012, 2014 2011, 2014. Ouais. C'était l'époque où, justement, les dépenses augmentaient moins vite que d'habitude. Alors, à la fois les dépenses et puis aussi les impôts. Oui. Vous avez peut-être noté les impôts. D'accord, oui, c'est vrai qu'il faut tout mettre dans le... Eh oui, il faut tout mettre dans le même spectre. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, c'est un petit élément. C'est pas de nature à briser... C'est jouable, quoi. C'est jouable, voilà. Par ailleurs, quel est l'intérêt de ça? C'est là où ça devient un peu technique, mais c'est quand même extrêmement important. C'est que ça nous permet... Si on atteint ces 3% à la fin de l'année 2017, ça nous permet de sortir de la procédure de déficit excessif. Il faut la deuxième année aussi. Il faut 2 années. On peut décider, parce que la Commission européenne peut décider qu'on sort de la procédure de déficit excessif dès le milieu de l'année 2018, à la fois sur la base des engagements qu'on a tenus, du fait qu'on est en dessous de 3%. Et de la trajectoire. Et donc, et tout le monde souhaite que la France sorte de la procédure de déficit excessif. Par ailleurs, en sortant de la procédure de déficit excessif, et c'est là où c'est important, ça ouvre des marges de manœuvre ensuite pour faire jouer les règles de flexibilité qui ont été introduites dans le pacte de stabilité et de croissance. Et donc ça permet de pouvoir jouer sur le reste du quinquennat, sur des effets multiplicateurs et de débloquer ces investissements, par exemple dans la formation des chômeurs, mais aussi dans les infrastructures ou dans le début de la transition énergétique, qui sont absolument essentiels. Or, si on ne le fait pas, c'est-à-dire si on ne sort pas en 2017, on ne pourra pas bénéficier de cette flexibilité. Dernier point. Juste quand même, en un mot, ces flexibilités, ça permet par exemple de faire le distinguo entre de la dépense structurelle, de la dépense conjoncturelle... Et puis des effets de boss, comme par exemple le fait de remettre le CICE en situation de baisse de charge. Je ne sais pas, ça fait des cumuls qui sont des accidents de parcours. Non, le CICE est un point important, mais ça permet par exemple de dire, je fais des réformes structurelles, la réforme du marché du travail, ça joue sur ma croissance potentielle à long terme, et donc je peux modérer mon effort budgétaire parce que j'ai augmenté
alimenter ma croissance à long terme. Ça, on peut le faire dans le cadre des règles de flexibilité. On ne peut pas le faire quand on est dans la procédure de déficit excessif. Et il y a un autre point qui est très important, c'est la crédibilité, disons, dans la diplomatie européenne de la France, qui passe par le fait que, la France est parée de tous les atours aujourd'hui, peut réexercer un leadership, peut redonner à l'Europe une dynamique, mais pour ça, il faut que la France montre sa bonne volonté, en quelque sorte, à respecter les règles, surtout quand il s'agit de 1 ou 2 dixièmes de point. Parce que, vous voyez, on serait très loin et on dirait « Ah oui, mais vous nous demandez de sacrifier notre croissance, on a beaucoup de chômage, etc. Donc, on est désolé, on va faire un choix différent parce qu'il y va de notre intérêt. Vous comprenez bien, on n'a pas envie d'un Brexit en France. » Bon, ça pourrait être... mais là, on est sur des ordres de grandeur qui font que c'est vraiment... c'est un petit effort. Ouais. C'est un petit effort à faire uniquement entre maintenant et 2017, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas, ça n'a pas de conséquences nécessairement au-delà. Voilà, alors il faut un peu dramatiser la chose. Je pense que ça ne sera pas si difficile que ça. Castaner a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Il faudrait un collectif. Pour l'instant, il n'y a pas de collectif budgétaire. Voilà, il n'y aura pas de collectif budgétaire. Restriction de crédit. Oui, donc ça passera par restriction de crédit. Il y a aussi des jeux à faire sur ce qu'on appelle les recettes non fiscales, c'est-à-dire les recettes des entreprises possédées par l'État qui peuvent faire remonter un peu plus de dividendes. Il y a un petit peu de comptabilité créative dans tout ça. Bon, ok, mais... Petite ouverture de capital d'ADP et c'est réglé. Alors, non, vous avez vu que Vinci est quand même a envoyé pas mal de signaux en disant que s'il y avait du capital d'ADP, il y en a un peu plus de 50% dans les mains de l'État, il y en a presque pour 7 milliards. Bon, c'est un peu compliqué, il y a des règles, c'est-à-dire que normalement c'est des opérations en capital, donc ça ne joue pas sur le déficit courant. Bon, c'est là où il y a un peu de créativité comptable à mettre en place. Une recette de privatisation ne permet pas... Non. Non, ça c'est une règle, le principe est assez clair. C'est ce qu'on appelle une opération en capital, donc ça réduit la dette. Ah oui, c'est pour le désendettement. Mais ça ne joue pas dans on sait faire après, Xavier Timbaud. On sait faire, surtout quand il s'agit de quelques milliards, et qu'il s'agit d'un sujet aussi important que de sortir de cette procédure de déficit excessif, de regagner de la crédibilité et de pouvoir... Et de tenir ses engagements. Xavier, c'est la première fois qu'on prend au sérieux cette notion de procédure de déficit excessif qui jusqu'à présent nous a presque toujours fait sourire, considérant de toute façon que les sanctions n'existaient pas et qu'elles n'existeraient jamais. Non, Nicolas, non, là, on ne peut pas dire ça. Le déficit, dans le débat public un petit peu quand même. Le déficit public de la France en 2013, il était à 7%. Il serait aujourd'hui, on va voir ce que dit la Cour des comptes, disons à 3,2%. Oui. Donc il y a un effort énorme qui a été accompli pour le réduire. Donc là, c'est vraiment les derniers mètres, si vous voulez, en quelque sorte. Il s'agit de franchir la ligne. Il s'agit de ne pas avoir fait tous ces efforts pour dire non, on s'en fiche, quoi. Donc voilà, il s'agit véritablement de conclure et de fermer ce chapitre-là de notre histoire budgétaire. Je ne sais pas depuis combien de temps il est ouvert le chapitre, mais... Il est ouvert depuis longtemps, c'est pour ça qu'il faut le fermer. Mais c'est, encore une fois, je veux dire, on a parlé de l'innovation et du changement de la vision qu'on avait de la France. Emmanuel Macron bénéficie de tout un effort qui a été accompli avant lui et par d'autres que lui. Mais il s'agit quand même... Et pas que par François Hollande, par les taux d'intérêt, par les banquiers centraux, par le prix des matières premières. Non, bien sûr, oui, non, mais ça, là-dessus, oui, mais il s'agit maintenant d'être digne de cet héritage, en quelque sorte, en le concrétisant. Et de finir le travail. Bon, non, mais voilà, c'est bien. C'est une forme de dignité, effectivement, de la part de la France, qui va automatiquement être très remarquée. Oui, d'afficher une rigueur, et d'afficher aussi... N'utilisez pas des gros mots, Leonidas. Non, mais une rigueur même morale, une rigueur politique, une rigueur institutionnelle. Je pense que ça fait partie des messages qui sont envoyés. Et c'est une rigueur d'autant plus nécessaire que ce sont des engagements que nous avons pris. On ne peut pas constamment espérer qu'on va être écouté. Lorsqu'on prend des engagements, on ne les tient pas. Donc effectivement, moi je partage totalement cette analyse et ça fait très plaisir que l'OSCE soit sur cette ligne-là parce qu'il m'est arrivé parfois d'avoir des interlocuteurs venant de chez vous qui considéraient que ce 3% était un dogme absurde. Je pense que c'est une vraie... Alors, mais je ne sais pas si c'est un dogme absurde, non, mais dans tous les cas... il est intellectuellement démontable, mais il existe, il est là. À partir du moment où on s'est fixé une règle, enfin, c'est comme si on disait qu'à chaque fois qu'il y a une convention, elle est absurde, mais il y a énormément de choses qui organisent la vie sociale qui sont des conventions, et on s'y tient, parce que si on ne se tient pas aux les investisseurs et les entrepreneurs que vous êtes savent que c'est en transgressant qu'on progresse. Donc, respecter la règle n'est pas nécessairement la chose qu'il faut toujours faire. On sait qu'il peut y avoir des moments vous avez entendu parler du concept de création des structures. Non, j'ai entendu parler des restrictions créatives,
même arrivé. Attendez, pas ensemble. Léonidas, finissez. Laurent, le mot de la fin avant de marquer une pause. Non, je pense qu'il y a des moments de transgression, mais on ne peut pas être tout le temps dans la transgression. Sinon, à ce moment-là, on n'entreprend plus du tout. Oui, mais alors après, on expliquera qu'on ne gère pas vraiment une entreprise et un pays de la même manière. Parce qu'effectivement, pas mal de chefs d'entreprise considèrent que c'est quand même en flirtant avec la ligne jaune qu'on finit par aboutir à quelque chose. Mais ça dépend du moment, en fait. Ça dépend du moment. Il y a des moments où il faut faire des ruptures, et il y a des moments où il faut itérer, c'est-à-dire avancer. Vous diriez que c'est pareil en politique? Bien sûr, il y a des moments. Aujourd'hui, la France, à mon avis, si on est un peu reparti, c'est peut-être qu'on a touché le fond il y a quelques années aussi, et que finalement, moi je pense qu'il y a une nouvelle génération, par exemple, qui a compris qu'elle n'avait pas grand-chose à attendre du système politique, et qui du coup a pris les choses en main, et que là, il y a eu une vraie rupture dans l'approche des Français, de leur propre économie, de leur propre pays. Maintenant, il y a certaines industries qui sont plus matures, on arrive dans une logique de maintien et d'itération. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de cette règle des 3%. Moi, je suis pas un expert du tout de politique monétaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même deux types de sanctions. Il y a une sanction législative de la part de Bruxelles. Maintenant, il y a aussi une sanction monétaire sur l'euro en général. Et quelque part, on a aussi besoin que ces règles-là soient respectées par les autres. On a vu qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas joué les règles de ces 3%, que ça a coûté très cher à la communauté de l'euro. Donc, c'est bien aussi peut-être qu'on retrouve un sentiment collectif autour de ce projet européen, aussi au travers de la monnaie. Donc, au-delà de la sanction technique de Bruxelles, il y a peut-être quelque chose de plus long terme. On marque une... Non, Xavier, oui. Un micro-mot. Sur la table, il y a la renégociation du pacte de stabilité et de croissance. Donc la remise en cause de ces 3%. Mais aujourd'hui... C'est déjà fait en fait dans le TSCG. Non, mais alors, c'est même aller c'est remettre encore une nouvelle fois ce sujet sur la table. Mais pour arriver à quelque chose là-dessus, il faut que la France soit en dessous de 3%. Si on y va en donnant le sentiment qu'on y va pour défendre notre intérêt parce qu'on n'y arrive pas, on n'aura aucune position de négociation. Par contre, si on a fait notre boulot, on pourra négocier, y compris quelque chose qui sera à notre avantage dans le futur. On marque une pause. Dans un instant, on va évoquer la loi d'habilitation mercredi en Conseil des ministres. On sent bien qu'il y a pas mal de sujets qui coinçaient il y a un an et qui ne coincent plus aujourd'hui. En fait, les syndicats sont en train de s'accrocher principalement aux sujets qui pourraient remettre en cause leur précaré, les endroits où ils ont un peu d'influence ou beaucoup d'influence, qui sont les branches, les instances représentant le personnel, la crainte de ce fameux chèque syndical qui permettrait à un salarié de soutenir financièrement un syndicat financé par l'employeur, ou encore la notion de référendum à l'initiative de l'employeur et même les seuils sociaux. C'est là-dessus véritablement qu'ils sont le plus vigilants. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Laurent Haug avec nous, entrepreneur et investisseur. Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project. Et Xavier Timbaud, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Loi d'habilitation en Conseil des ministres mercredi. Xavier, comment vous regardez évoluer ce dossier? On ne va pas passer la demi-heure dessus parce qu'on en a beaucoup parlé. On ne sait pas, il y a beaucoup de oui mais. Il y aura des plafonds au prud'homme, mais on ne sait pas à combien. Il y aura un élargissement de la définition du licenciement économique, mais on ne connaît pas la frontière de cet élargissement. Il y aura des accords d'entreprise un petit peu plus vastes, mais on ne connaît pas la frontière avec l'accord de branche. Visiblement, on voit apparaître le CDI de projet, nouveauté de la semaine dernière. La notion de chèque syndical qui est en train aussi de s'imposer. Comment vous regardez ce débat s'installer qui se fait dans une grande sérénité par rapport à la loi El Khomri? Alors, moi, je le regarde d'abord, je pense que les lois d'ordonnance d'habilitation vont être très larges. Ce qui passe un signal, c'est que beaucoup de choses vont être discutées pendant l'été avec les partenaires sociaux. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je pense que dans cette discussion, ce qu'il faut beaucoup regarder, c'est l'équilibre entre les syndicats réformateurs et les syndicats d'opposition, on va dire. Et donc, je pense que, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron et Muriel Pénicaud vont continuer ce que François Hollande avait fait, on est encore dans la continuité, c'est-à-dire de donner des gages aux syndicats réformateurs pour dire on peut discuter et on discute avec ces gens-là, et puis d'agiter des chiffons rouges sous le nez des syndicats d'opposition. Faites votre choix pour les syndicats, décidez dans quel camp vous êtes, mais... Voilà, et puis de polariser de cette façon-là le paysage syndical français, en espérant derrière que progressivement les syndicats réformateurs, la CFDT... On voit bien comment Force ouvrière d'ailleurs est en train de plutôt basculer du côté CFDT. Oui, et ce qui est intéressant, et je pense que c'est vraiment l'œuvre qui est poursuivie, ce qui fait qu'au final, discuter du chèque syndical ou de qui fait le référendum, c'est un peu regarder le doigt quand le sage montre la lune. D'accord. Léonidas, tout ce qui faisait peur, les prud'hommes, l'accord d'entreprise est en train visiblement de s'installer dans les esprits. Est-ce que la première loi n'a pas servi finalement de prise de conscience, est-ce qu'elle n'a pas été pédagogique pour tout le monde ?
Écoutez, d'abord, je pense qu'il y a eu une séquence politique ratée qui était effectivement cette probablement El Khomri. Elle avait des orientations qui étaient claires et au premier tout sautement, on a commencé à se braquer. Lorsqu'on recule au premier tout sautement, mais les gens se disent on peut gagner du terrain. Et quand ils commencent à gagner du terrain sur tel et tel sujet, ils descendent dans la rue et puis ils regagnent la totalité du chemin. Donc ça a été effectivement la faille politique majeure de la tentative précédente, c'est que comme elle n'avait pas d'onction et d'assises démocratiques, eh bien, elle pouvait être dézinguée dans la rue. Là, elle a une assise démocratique. N'importe quel conseiller politique traditionnel aurait recommandé à un politicien traditionnel de ne surtout pas parler de la réforme du Code du travail durant la période de campagne législative, et on aurait passé le sujet à la trappe en se disant bon, ben, on verra comment on le traitera une fois qu'on aura réussi à gagner les élections. Là, on n'a pas cessé de parler entre l'élection présidentielle et les 2 tours de législatives de la réforme du Code du travail, la nécessité de la consultation a même commencé avant. La consultation avait commencé, le message était clair, et la majorité qui a été comment dirais-je, amené par les Français à l'Assemblée nationale est clair. Alors certes, on peut discuter est-ce que la participation est machin, mais enfin les autres partis étaient là aussi, ils ne sont pas sortis majoritaires. Donc il y a vraiment un mandat qui a été donné, qui est clair, qui est démocratique, et je pense que ça donne une assise très forte pour que cette séquence aille jusqu'au bout, avec des orientations qui ont été très claires. C'est qu'il faut que l'on puisse changer d'emploi en étant sécurisé dans un chemin très long, et puis on doit pouvoir embaucher quelqu'un en n'étant pas pieds et poings liés, même si on a des aléas économiques. Donc tout ça me semble être très clair dans la direction. Je trouve ça très habile d'avoir mis tous les sujets sur la table, parce que ça va donner des instruments de négociation, et chacun va attendre de ne pas perdre sur un autre terrain ce qu'il pourrait abandonner sur un autre. Là où je suis un peu inquiet, c'est que lorsque l'on donne des gages aux syndicats réformateurs, ça peut donner aussi les textes sur la pénibilité, qui ont été un véritable désastre dans tout ce quinquennat. Ça a vraiment... il est question d'une remise à plat en 2018. Je suis totalement... Mais on ne sait pas de quelle remise à plat. Il y a l'idée d'une suspension de l'application sur un certain nombre de critères qui sont ceux qui posent le plus de problèmes. Mais c'était justement une concession qui avait été faite à la CFDT pour essayer d'obtenir autre chose. Donc dans ces jeux de concession, il faut toujours faire attention à ce que l'on a donné ne vienne pas le caillou dans la chaussure pour les années qui viennent. Laurent, comment est-ce que vous regardez le paysage syndical français? Dans le programme d'Emmanuel Macron, on voit toute une cohérence. Là, on s'attaque au Code du travail, mais suivra l'assurance chômage, suivra la formation professionnelle, suivra la réforme des retraites, avec l'idée d'une retraite universelle, ce qui veut dire qu'à terme, les régimes complémentaires qui sont gérés par les partenaires sociaux ne le seront peut-être plus. On a un peu l'impression qu'on est en train de détricoter le paritarisme, toutes ces missions que les syndicats assurent dans notre pays, sans vraiment trop le dire. Et quand vous, de l'étranger, comment vous regardez le climat social en France? Quand on interroge les chefs d'entreprise étrangers installés en France, ça fait partie des 3-4 éléments qui mettent en tête de gondole comme étant quand même des éléments d'instabilité et d'inquiétude. Pour faire un commentaire peut-être un peu philosophique, vous savez, moi, quand je parle de mon métier, la technologie, j'ai tendance à utiliser pas mal de mots anglais. J'ai remarqué. Voilà, et bon, je vis dans un pays où on parle 4 langues. Je suis marié à une femme qui est américaine avec qui je parle anglais. J'ai des enfants qui parlent anglais. Donc voilà, j'ai les langues qui se mélangent, et des fois ça fait que les gens comprennent pas trop ce que je veux dire. Je m'en excuse d'ailleurs. Maintenant, je vous garantis que moi, en arrivant comme ça dans un débat, dès qu'on arrive sur ce genre de sujet, c'est moi qui comprends plus. Parce qu'il y a vraiment ce vocabulaire qui est très propre, ces chèques syndicats, c'est les CDI, les tout ça. Et vu l'extérieur, mon regard peut-être un peu méta, ça serait dire plutôt que de continuer à complexifier, est-ce qu'il ne serait pas temps de simplifier? La Suisse, c'est un pays qui a un code du travail qui fait 80 pages, je crois. C'est un pays où il y a 3-4% de chômage. 3600 il y a tous ces clichés sur la Suisse, vous savez, on pense que les entrepreneurs qui s'expatrient en Suisse le font pour des raisons fiscales. Il y a certainement des raisons fiscales qui rentrent en compte, mais il y a aussi énormément d'autres choses que les Français ne comprennent pas. C'est que c'est un système qui tourne, c'est un système justement, c'est un pays où il y a encore un esprit de communauté au lieu d'un esprit d'individualisme au détriment du système, ce qu'on voit souvent en France. Et donc je trouve que ce qui serait vraiment intéressant, c'est que on retrouve peut-être de la confiance entre ces différents partenaires, qu'il y ait une
simplification plutôt qu'une complexification. Concrètement, je crois que les codes du travail en France, code pénal, etc., c'est des documents dont la taille a été multipliée par 3 ou 4 sur ces 10 ou 15 dernières années. Et donc, au bout d'un moment, on va quand même devoir toucher la limite de système et se dire c'est plus possible de construire des couches et des couches. Il va falloir revenir en arrière. Et qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, ça veut dire autonomiser les gens. Ça veut dire que si tout n'est pas régulé, il va falloir refaire confiance à tout un chacun au bon sens. Et j'espère que vu l'extérieur, c'est un petit peu ça. Donc visiblement, nos débats, la trêve franco-français, vous semblent un peu antédiluviens quand vous les regardez depuis. En plus, vous vivez avec des start-upers, avec des gens qui sont totalement déconnectés effectivement d'un monde où il y a quand même des gens qui gagnent peu, qui sont peu qualifiés. Une société organisée. Je ne pense pas qu'on puisse gérer un pays de 67 millions de personnes comme on gère un petit pays comme la Suisse ou même. Non, bien sûr. C'est une vraie question d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec un pays de taille importante qu'avec un pays de taille plus restreinte, avec peut-être plus d'homogénéité dans Bien sûr. Non, mais je dis juste que philosophiquement, on va pas pouvoir continuer à construire. Maintenant, le monde des start-upers, aujourd'hui, il y a des fantasmes complètement incroyables autour de ça. Les start-up, c'est 95% qui se plantent. C'est des gens qui vivent avec très peu d'argent dans certains cas, etc. Donc, il faut pas non plus se laisser aveugler. Ils ont un état d'esprit qui ne correspond pas effectivement à une négociation interprofessionnelle. C'est pas magique, c'est pas différent. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, on vit dans des systèmes sociaux qui protègent beaucoup ceux qui prennent le moins de risques, qui sont les employés, qui protègent pas du tout ceux qui prennent des risques, qui sont en l'occurrence les entrepreneurs. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est l'objectif de ce qui est en train d'être mis en place avec l'assurance chômage universelle pour que tout le monde y ait accès. Quelle est votre réaction, Xavier Thabot, quand vous entendez un Français vivant dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'investissement, donc un univers très anglo-saxon, assez dynamique, qui regarde nos débats là, tels que nous les avons encore une fois ce matin sur BFM Business? Non, mais d'abord, je conçois que ce soit pas intéressant. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je comprenais pas trop. J'ai dit qu'il y avait un vocabulaire qui était propre et que c'était difficile à comprendre. On va tourner la page dans 30 secondes. Pas intéressant du tout. Je conçois que ça soit pas intéressant. Bon, après, quand on regarde les choses en détail, alors beaucoup de gens ont essayé de le montrer, mais il n'y a pas de corrélation entre le nombre de pages dans un code du travail, d'abord le taux de chômage évidemment, et puis même la complexité sur le marché du travail. Par exemple en Suisse, avec 80 pages, il y a quand même beaucoup de professions réglementées, plus qu'en France. Alors, et ça a un impact sur le fonctionnement du marché du travail. La Suisse est très très réglementée. Ah oui, c'est extrêmement réglementé. Il y a des panneaux partout sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a plus de professions réglementées qu'en France et donc un certain nombre de segments du marché du travail. Il y a plein d'autres aspects de l'économie qui font que ça tourne. Voilà. Non mais d'accord, mais il y a, en termes de simplification, d'ouverture, etc. Voilà. Ensuite, dans mon téléphone, avec toutes les applications que j'ai l'équivalent en contrat de conditions d'usage, etc., que je n'ai pas lu, qui change, il y en a bien un qui doit changer tous les jours, au final. J'ai plus de pages de contrat que le code du travail en France. Quand je dis il faudrait simplifier tout ça et que ça soit plus clair et qu'on défende mieux mes droits, mais ça n'intéresse personne. D'accord ? Donc voilà, si on est dans une logique de simplification, on peut regarder le code du travail, mais en fait on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont complexes, qui s'empilent, qui font partie d'habitudes, de traditions, etc. Oui. Voilà. Donc je pense que c'est pas pour ça que le sujet n'est pas intéressant, mais on peut pas juste dire il faut tout simplifier, tout mettre à plat, et puis vous allez voir, tout marchera bien. Malheureusement, alors c'est pas passionnant, mais quand on veut faire des choses, il faut quand même aller regarder un peu dans les détails. Mais vraiment on est désolé, ce côté où on va s'intéresser. Vous me faites dire des choses que j'ai pas du tout dire. Non mais je comprends très bien. Il faut aller vers la simplification, ça veut pas dire qu'il faut simplifier à l'extrême non plus. Je pense que. Mais à un moment, le balancier va quand même toucher un mur. On a parfois l'impression de parler de choses. Il y a tellement de choses plus intéressantes dont il faudrait qu'on parle et dont on ne parle pas à cause de ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est aussi comme ça que les choses avancent. C'est l'actualité. Il y a effectivement cette loi d'habilitation. On va parler d'un autre sujet, le fait qu'on a aujourd'hui des GAFA qui sont très importants. Et il vous a pas échappé que Amazon a annoncé des mouvements importants, la plus grosse acquisition de son histoire il y a quelques jours, en rachetant la très grande chaîne de supermarchés bio américaine Whole Foods. Et puis aussi, on les voit a priori se lancer dans la vente de voitures en ligne, d'abord en passant par la Grande-Bretagne, et il y a quelques semaines, ils annonçaient le lancement en France d'Amazon Pay, qui est un système de paiement propre à Amazon qui n'exige pas d'entrer ses coordonnées bancaires, mais uniquement ses identifiants Amazon. Alors je ne sais pas si on va devenir la terre promise du numérique comme nous le prédit John Chambers, mais Laurent Haug, quand on voit ce que fait Amazon, quand on voit la technique d'Uber qui consiste en fait à essayer d'acheter son monopole par la perte financière en surinvestissant les territoires qu'ils veulent conquérir, on a de plus en plus l'impression que ces grandes entreprises, ces fameux GAFA ou GAFAM, ont pour objectif ultime de devenir des monopoles.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, c'est très intéressant ce qui vient de se passer avec Amazon. Le signal qu'envoie Amazon en rachetant Whole Foods, Amazon qui ouvre depuis 2 ans, fin 2015, des magasins physiques, c'est que le futur est une fusion entre le online et le offline. Donc il y a une mauvaise, il y a une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que les players, les acteurs du digital, vous voyez, j'ai fait un effort, je me suis rattrapé. Les acteurs du digital viennent vers le monde réel. Et la bonne nouvelle, c'est que les acteurs du monde réel ont dans les mains quelque chose d'essentiel pour l'avenir, qui est un réseau peut-être de distribution, un savoir-faire dans ce monde réel. Ensuite, c'est sûr que alors des entreprises comme Uber, on peut les lire comme des monopoles. On peut aussi se dire que Uber, c'est quand même une entreprise qui a redistribué à ses clients l'argent de ses investisseurs pendant assez longtemps. C'est assez intéressant comme idée. Maintenant, c'est sûr que on en parlait tout à l'heure. Vous voulez dire par là que l'argent qu'elle avait au départ, les investisseurs ont subventionné tous les utilisateurs qui ne payaient pas le prix réel d'une course, quoi. Et c'est sûr qu'il y a eu cette mentalité du digital en fait, Amazon, qui est une société qui n'a pas fait de profit ou très peu de profit depuis 20 ans, et pourtant le cours de bourse s'envole. Enfin, Amazon World Service gagne de l'argent. C'est toute la partie service numérique. Mais c'est une mentalité, c'est-à-dire qu'Amazon réinvestit tout pour occuper le terrain, parce qu'avant cette mentalité d'occupation du terrain. C'est comme Uber. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à mon avis, il y a deux choses. Un, il y a vraiment des guerres sur lesquelles il va falloir qu'on réagisse. C'est-à-dire tout ce qui est data, les données, l'intelligence artificielle. C'est sûr que là, il y a vraiment un problème. On en a parlé un petit peu avant. Maintenant, une autre question, c'est est-ce que ce modèle n'est pas en train aussi de toucher une limite? C'est-à-dire que on en a parlé. Il commence à y avoir quand même une sensibilité un petit peu exacerbée de certains régulateurs avec ces grands acteurs. Et puis, on voit que une entreprise comme Uber a peut-être touché quand même son modèle actuel a peut-être touché le plafond. Aujourd'hui, c'est extraordinaire quand vous prenez une voiture avec un chauffeur, que ce soit Uber, chauffeur privé ou le cab, les différents services que vous avez. Alors, ils n'ont aucune fidélité avec les entreprises avec lesquelles ils travaillent parce qu'ils ont les 3 ou 4 apps. Ils prennent à peu près la course qui va leur rapporter le plus. Donc ça, c'est difficile à savoir dans certains systèmes. Des fois, ce qu'ils font, c'est que juste tant que vous montez dans la voiture, ils vous montrent le prix que donne l'app, ils annulent la course et puis on paye directement au chauffeur. Et puis, il y a vraiment, on sent qu'en fait, Uber est une entreprise qui a quelque part, qui s'est construit un peu contre certains de ses chauffeurs et que les chauffeurs le lui rendent bien. Le patron d'Uber disait il y a 5 ou 6 ans, de toute façon, les chauffeurs sont une mesure temporaire jusqu'à ce qu'on automatise, pas facile à dire, tout le monde. Bon, aujourd'hui, par exemple, Uber a inventé ce système qui permet de dire à un chauffeur où il habite et de demander qu'on le ramène parce que à la fin du service, il y avait des gens qui se retrouvaient à faire des courses qui les emmenaient à l'opposé, ils avaient 1 heure à conduire. Qu'est-ce que font certains des chauffeurs? Ils mettent une ville de domicile qui est assez loin, ils vont vers l'aéroport et ils disent je veux rentrer chez moi. Du coup, ils ont des courses très très longues et puis quand vous êtes dans la voiture, ils vont vous demander un petit peu qu'est-ce que vous faites? Vous dites je viens faire un rendez-vous, est-ce que vous repartez ce soir? Et puis en fait, ils ont leur propre petite start-up de transport. Ils vous donnent la carte et vous dites appelez-moi en direct. Bon, et finalement, Uber est presque devenu un mécanisme de développement business pour des milliers de petites PME. Que vous décrivez, voilà. Laurent, c'est vraiment massif. Je sais pas. Quelques cas qu'on a réussi à identifier. Je sais pas, mais c'est très intéressant. Et de nouveau, je m'en fiche un peu des chiffres et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est philosophiquement. C'est-à-dire que est-ce qu'on va vraiment pouvoir construire des entreprises en traitant les gens mal? Moi, j'en suis pas convaincu. Il y a ces histoires de syndicats Uber. C'est assez fascinant. Vous savez que Uber essaye un problème qu'il y a dans le modèle, c'est qu'il ne faut pas que les gens soient trop solidarisés. Et du coup, on ne peut pas connaître l'identité des autres chauffeurs. Sauf que les chauffeurs se retrouvent sur des forums, ils ont des apps, ils se coordonnent. Et il y a un article que vous pouvez trouver online qui raconte que, par exemple, il y a des chauffeurs qui sortent tous en même temps de l'app dans une certaine zone. Du coup, il y a ce système de prix qui augmente, qui rentre en action. Pourquoi? Parce qu'il y a la même demande, mais il n'y a plus d'offres. Et en fait, ils se reconnectent tous au système quand le prix est un petit peu élevé. Ça marche probablement plus, mais c'était arrivé il y a quelques années. Et du coup, c'est intéressant de voir que quand on essaie de repousser l'humain, il finit toujours par revenir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est important, celui qui délivre un service négatif à ses clients, à la fin, il perd toujours. Donc, mais c'est bien pour ça que Uber avait vu le jour. Il y a la dimension humaine que vous décrivez, mais il y a aussi un phénomène économique, c'est que lorsque vous avez des acteurs, des géants qui viennent avec des masses financières telles à investir qu'ils peuvent se passer de tout chiffre d'affaires ou de bénéfices durant des années et des années, on arrive à des choses que l'on connaît très bien. Et qui ne sont pas monitorées, qui ne sont
sont pas soumis à la visibilité qu'a une entreprise publique. C'est-à-dire que les entreprises publiques, il y a quand même des comptes qui sont publiés, il y a quand même des processus de gouvernance, etc. Vous avez des phénomènes publics cotés, pardon. Oui. Mais vous avez donc des phénomènes de dumping qui sont des phénomènes que l'on connaît dans l'économie depuis longtemps. C'est que au début, vous subventionnez le client, c'est gratuit, c'est positif. Puis après, lorsque l'on a fait terre brûlée partout autour de soi et qu'on est le seul, eh bien le monopole reprend ses droits et commence à récupérer ce qu'il espérait, c'est-à-dire un prix probablement excessif et avec un certain nombre d'avantages qui deviennent à ce moment-là des abus de position dominante. Et on a ces abus de position dominante qui arrivent. On se souvient tous du fait que la position dominante n'est pas forcément négative en elle-même, mais lorsqu'on est en position dominante et qu'on en abuse, à ce moment-là, on tombe sous le coup des textes anticoncurrentiels. C'est le terrain sur lequel Bruxelles s'est attaqué à Google. Ils ne sont pas attaqués à Google sur des... non, et à Google, effectivement, et à Apple aussi. Absolument. C'est pas sur des terrains d'optimisation fiscale ou de montage fiscaux, mais c'est sur le terrain de la concurrence. Et sur le terrain de la concurrence, dans le cas de Google, il s'agit notamment du shopping et des comparateurs de prix, sur lesquels, à partir du moment où Google a créé ses propres services de comparateurs de prix, lorsqu'on demandait à comparer des prix, je ne sais pas, d'une machine à laver, au lieu d'aller sur des entreprises qui existaient, qui étaient des comparateurs de prix, Google mettait ses propres services en première page des requêtes et il fallait, pour trouver les concurrents, par exemple le guide.com, aller dans les pages 25, 26, 30 où personne ne va. Et on a vu à partir du moment où Google a fait apparaître ses propres comparateurs de prix, ses concurrents chuter, mais de façon vertigineuse, de plusieurs dizaines de pourcents de chiffre d'affaires tous les mois. C'est-à-dire que c'est de la destruction d'entreprises massive. Et ces phénomènes-là sont entre les mains de Bruxelles depuis 7 ans. C'est-à-dire que l'instrument dont on attend une protection face au risque d'abus de position dominante de géants du web qui vont extrêmement vite, à la fois avec la vitesse du numérique et la vitesse de ces phénomènes de dumping monétaire, où on a des milliards à mettre sur la table pour conquérir des parts de marché, ont comme seule riposte devant eux des procédures qui prennent des années. Et donc finalement, ça devient un calcul de rentabilité. Si je vais tuer tous mes concurrents et que ça me coûte quelques milliards d'euros d'amende après 3, 4, 5 ans de procédure, eh bien finalement, est-ce que c'est pas intéressant? Alors il y a un instrument qui est prévu dans toute, législation anti-monopolistique dans tous les codes existants, ce sont les mesures conservatoires. Ça permet de gérer le temps. On arrête la pratique anticoncurrentielle tout de suite, et puis après on discute et on regarde de près. Sauf que les mesures conservatoires qui existent en Europe sont des mesures conservatoires qui demandent 3 critères: l'urgence, la gravité du dommage, ça existe dans toutes les lois, et puis un troisième critère qui n'existe qu'en Europe, c'est de montrer que le dommage créé à la concurrence serait irréversible. Alors ce critère-là, démontrer qu'un dommage serait irréversible, c'est tellement aléatoire que jamais la Commission européenne ne s'est risquée à le déclencher. Donc la disposition existe, la riposte a été prévue, mais elle est aujourd'hui inapplicable. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. D'abord, on attend des décisions sur la procédure qui date depuis maintenant 7 ans. Donc il est temps que des décisions arrivent et on espère que les remèdes seront à la mesure des dommages causés. Et puis enfin, réformer ces mesures conservatoires pour qu'elles soient applicables. C'est important pour toute l'économie numérique et probablement d'ailleurs pour toute l'économie européenne. Aujourd'hui, on parle d'une Europe qui protège. C'est un instrument de protection économique indispensable. Comment vous regardez ce débat, Xavier Timbaud, sur effectivement ces géants américains qui deviennent clairement des monopoles, Google en tête, avec la question peut-être qui devra être posée un jour au niveau politique de savoir s'il ne faut pas envisager le démantèlement de certains d'entre eux. Comme on a démantelé la Standard Oil dans les années 10 aux États-Unis, en 34 sociétés exploratrices de pétrole. Alors, le démantèlement, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas un peu appliquer des mesures, des recettes d'une autre époque à des sujets qui sont complètement différents. C'est un moment où la puissance publique reprend le dessus. Et où non, mais il y a un petit problème, c'est que le démantèlement, il a un sens quand une autorité souveraine démantèle une entreprise qui est localisée sur un territoire et ancrée sur un territoire. Mais l'Europe ne va pas démanteler Google, parce que Google est une entreprise de droit américain et la Constitution des États-Unis oblige le président des États-Unis à défendre Google contre toute agression extérieure, dont la volonté. Mais les Américains l'ont fait par le passé avec AT&T et c'est donc des choses qui peuvent se produire. Donc les Américains l'ont fait avec AT&T sur la construction du réseau téléphonique aux États-Unis. Donc on n'est plus dans ce monde-là, on est dans un monde différent. Alors ceci étant dit, voilà, les problèmes existent et il faut mettre en place précisément les instruments et les lieux, les espaces d'action
qui vont permettre de lutter contre ces problèmes-là. Alors, il y a un problème de concurrence. Et je suis tout à fait d'accord que d'abord le lieu d'action c'est l'Europe et les instruments d'action c'est d'avoir une modernisation des outils anticoncurrentiels. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point qui a été cité par Laurent, c'est la question des data. Parce que ces entreprises, ces GAFA ne font pas que gagner des parts de marché, ils constituent aussi un patrimoine sous forme de données. Avec notre aide à tous, avec notre complicité à tous. Avec les données qui sont... Alors, je ne pense pas que Google, par exemple, a conquis sa part de marché à coup de milliards. Google a conquis sa part de marché à la force de la qualité de son service qui était très très supérieure à tout ce qui se passe. Et ces données donc, dont la question de la propriété se pose en fait. C'est-à-dire à qui elles sont? Est-ce qu'elles sont à Google ou est-ce qu'elles sont... Enfin, je veux dire, quand vous tapez des requêtes dans un moteur de recherche, est-ce que c'est la propriété de Google qui vous met à disposition le service de recherche ou est-ce que c'est vous qui restez propriétaire, qui avez un accès, qui pouvez décider que ces données, par exemple, sont accessibles à tout le monde ou à personne pour les utiliser à des fins. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous interroger sur à quelle fin ça va être utilisé. Et souvent du ciblage publicitaire. Mais il n'y a pas que ces données-là. Quand vous êtes sur Amazon Pay et que vous avez vos coordonnées bancaires désormais détenues par Amazon ou Apple Pay, il y a un moment, ça finit par faire des centaines de millions de données bancaires détenues par très peu d'acteurs. Donc la question de à qui sont ces données, est-ce qu'elles sont accessibles à d'autres, est-ce qu'elles sont la propriété des utilisateurs, est-ce qu'une partie de ces données doivent être mises en accès libre, est-ce que ces données engagent des histoires de souveraineté, de sécurité et de changement de contexte, c'est-à-dire de respect de la vie privée. Des données dans un pays démocratique qui basculent peut-être dans un régime moins démocratique, ça pose des problèmes. Donc c'est des demandes de... Mais là aussi, pour faire l'avocat du diable, il faut quand même, on a aussi, et les médias le savent bien, hein, on veut pas payer pour les médias et on veut des médias de qualité. On veut des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, mais on veut pas payer pour. Il faut quand même bien, un moment, payer avec quelque chose. Donc je me fais un peu l'avocat du diable, mais on peut pas non plus, en tant qu'utilisateur, estimer que c'est normal d'avoir un service comme Google qui est gratuit ou comme Facebook qui est gratuit et qui est pas un moment un échange de valeur. Donc il faut bien aussi trouver une façon pour ces entreprises. Alors là, les gens qui peut-être regardent pensent que tout à l'heure j'étais contre ces grandes entreprises, aujourd'hui je suis pour. Non, moi je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre et qu'aujourd'hui, en effet, ce qu'on vit depuis une vingtaine d'années, c'est que d'abord il y a eu un flou régulatoire absolu. Hein, pareil, Bruxelles et tous les régulateurs auraient pu s'intéresser à ce problème depuis 20 ans. Hein. Google, c'est 98 quand même. Hein. Donc c'est le problème qu'on n'a pas du tout vu venir. Donc c'est un monde qui s'est autorégulé. Aujourd'hui, on est peut-être avec des acteurs qui sont surpuissants. Et il va falloir remettre l'église au milieu du village, mais ce sera bien un choix politique sans les démonter. Bien sûr. Il va falloir aussi mais il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre les intérêts des deux. Aussi trouver la bonne échelle de régulation, parce que je rejoins tout à fait ce que dit Xavier Tabot sur la nécessité de trouver un certain nombre de règles et les faire respecter. Mais lorsque on veut les faire respecter, par exemple, uniquement sur le marché européen et notamment sur les données, qui sont un sujet très important. D'ailleurs, il y a de très belles entreprises européennes qui essayent de devenir des champions de la donnée pour régler ce problème-là. Mais lorsque la Commission européenne dit nous, on va commencer à réguler toute la captation de données privées et personnelles pour qu'il n'y ait pas d'abus et que ces règles-là ne concerneraient bien entendu que la zone de souveraineté européenne et bien entendu tous les acteurs extra-européens échapperaient aux règles que nous nous affligeons, on se tire une balle dans notre propre pied. Ça rappelle un peu la réglementation bancaire, ce que vous dites. Mais absolument. Au moment où les Américains sont en train de déréguler. C'est un véritable risque. Pour terminer, il y a des choses à faire, mais je pense que le point sur lequel il faut insister, c'est la nécessité de la modernisation. C'est-à-dire, il faut appliquer nos instruments, nos lieux d'intervention, nos règles d'intervention aux problèmes qui se posent. Et penser Google en termes de démantèlement, c'est vraiment appliquer les recettes du début du XXe siècle à la première moitié du XXIe siècle, et ça ne marchera pas. Oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire notre truc dans notre coin, même au niveau européen, s'il y a pas... mais on peut déjà faire plein de choses au niveau européen, parce que on a parlé de la concurrence, des données, il y a aussi la question de la fiscalité, qui est quand même pas négligeable. Oui, il y a la question du droit social ou de la protection des salariés. On pourrait rajouter la question de la protection des consommateurs, qui a quand même été un des piliers essentiels du développement de la société de consommation. Tout ça sont des éléments aujourd'hui, où on applique des instruments qui sont vieux, inefficaces, à des situations nouvelles. Et alors évidemment, qui gagne et qui tire son épingle du jeu, c'est ceux qui bougent le plus vite et qui n'ont pas de frontières particulières et qui transgressent. Ce qui est terrible, c'est qu'à l'issue de cette fois, moi je suis pas sûr que j'ai l'impression comme le modèle américain aujourd'hui a un peu montré ses limites. Vous avez dit les Américains regardent leurs chaussures. Aujourd'hui, franchement, je crois les États-Unis c'est 350 millions d'habitants, 500 millions d'armes à feu en circulation. C'est quand même des problèmes de santé assez graves. Il y a un grand pourcentage de la population qui a des problèmes de poids, par exemple. C'est un problème d'éducation de fond quand même. On en est à enlever
enlever le darwinisme de l'école, et puis on se retrouve avec un président issu de la télé-réalité. Bon, moi je pense que notre modèle, on a des problèmes, mais il est pas si mal. C'était Laurent Haug aujourd'hui, Léonidas Kalogeropoulos et Xavier Timbaud. Et passionnant débat. Il y a quand même plus de points d'interrogation que de points finaux, ce débat, tel qu'on vient de l'évoquer, et c'est tout à fait normal. Alors rendez-vous demain, 9h.